femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Véronique Arnault. Bonjour et bienvenue dans ce second épisode sur Véronique Arnault. Donc pour ceux qui n'avaient pas entendu le premier, je vais rappeler simplement qu'elle était arrivée à l'île des Orchidées en 71 pour la première fois. L'île des Orchidées est une île au large de Taïwan, au sud-est, et qui est peuplée par un groupe aborigène qui s'appelle les Yamé, ou bien les Tao. Cette île fait partie de Taïwan au niveau politique, mais au niveau linguistique, elle est plus proche des îles Bataan, donc du nord des Philippines, qui sont à peu près à la même distance à vol de mouette. Les Yamé avaient donc vécu de manière relativement isolée jusqu'à la fin des années 40, quand le Kuomintang a pris le contrôle de Taïwan, et donc les Chinois sont arrivés plus nombreux sur l'île des Orchidées. C'est une petite île qui fait environ 45 km², qui avait environ 3000 habitants, répartis sur 6 villages côtiers. Et ils vivaient de la culture, donc du taro, du millet, et puis de la pêche surtout, puisque le poisson volant constitue leur alimentation principale. Et c'est donc cette population qui a retenu l'attention de Véronique Arnault, et elle a commencé un travail de très longue haleine de collecte de données, d'enregistrement, de chants, de récits, etc. Et puis, comme l'explique le chercheur et professeur Stéphane Korkuf, cela demandait aussi beaucoup de travail après pour traiter toutes ces données. Elle a fait un premier long séjour en 71. Ensuite, elle y est retournée de nombreuses fois, mais sans y vivre 2-3 ans d'affilée. Et donc, ces dernières années, elle y allait moins, mais aussi, il faut comprendre que le temps qu'elle devait consacrer à son travail était astronomique, c'était considérable, et qu'elle avait la nécessité, d'une certaine manière, de vivre dans une certaine réclusion. Elle n'était pas coupée du monde, elle vivait dans une grande et belle maison ancienne, avec beaucoup d'animaux, enfin c'était très impressionnant, mais voilà, elle bougeait peu, certaines personnes allaient la voir, elle travaillait beaucoup par courriel, elle avait son activité intense, mais elle avait 3 niveaux, 3 étages de documentation chez elle, de toutes sortes, ces dessins dont nous parlions, et ces milliers d'heures de bandes d'enregistrement. Et en fait, Véronique avait publié assez peu de tout son travail. Il y a une vingtaine d'articles qui sont surtout des descriptions, comme des notes d'un carnet de terrain, mais pas de grandes publications linguistiques, pas de dictionnaire terminé, de grammaire de la langue yamé. Elisabeth Zeytoun, qui avait travaillé avec elle pour l'analyse linguistique d'un chant, une analyse qui prenait quand même 200 pages et qui a été réalisée sur plusieurs mois de travail intense. Mais Elisabeth Zeytoun explique que sa manière de travailler est différente de ce qui est fait à Taïwan. Elle porte un regard qui est neutre, qui est neuf et qui est passionnant à lire. C'est un corpus très riche et en même temps, c'est très peu analysé et mis en perspective. Véronique Arnault travaillait pour le CNRS et elle était inconnue à Taïwan. Elle n'a pas de publication en chinois, presque rien en anglais non plus. Et en fait, Elisabeth Zeytoun, donc, qui travaille à l'Académie Sinica, explique qu'elle aurait pu publier 20 ans plus tôt ou 30 ans plus tôt certaines choses qui auraient été d'une grande aide pour les autres chercheurs, ethnologues et linguistes qui s'intéressent aux langues formosanes. Parce qu'il y a certaines choses qu'elle avait fait il y a 50 ans peut-être, pour lesquelles c'est vraiment dommage que ça n'ait pas été partagé et publié plus tôt. Par exemple, elle avait un système de transcription de la langue yamé, et à Taïwan, au début des années 2000, le gouvernement a voulu promulguer une écriture officielle pour chaque langue aborigène. Et c'est la chercheuse Veronica Rao qui a fait ça à Taïwan. Et en fait, Veronica Rao a commencé à s'intéresser à la langue yamé en 1995. Véronique Arnault y allait depuis 1971. Elle avait fait 24 ans d'études sur cette langue-là,
mais dont Veronica Rao n'avait pas entendu parler, et donc elle a travaillé seule pour créer un système de transcription du yamé. D'après Elisabeth Zeytoun, Véronique Arnault avait une compréhension plus fine de la langue qu'elle parlait réellement, qu'elle avait apprise depuis plus longtemps, qui aurait été très utile. Mais Véronique Arnault n'en avait pas connaissance et donc elle a utilisé son propre système qui a été adopté en 2005. Et ça va aussi poser problème pour l'étude des archives qu'a laissé Véronique Arnault, puisque son propre système à elle va donc tomber en désuétude et ça va rendre difficile la lecture et l'analyse de ces transcriptions a posteriori. Véronique Arnault étant décédée en novembre 2022. Et donc, depuis très tôt, Elisabeth Zeytoun a essayé d'encourager Véronique Arnault à publier son travail, à se faire connaître, à faire savoir aux autres chercheurs ce qu'elle a déjà fait, et également à partager ses archives avec Taïwan. Il y a une certaine urgence à faire cela puisque peu de gens parlent encore la langue yamé, et plus pour très longtemps. Véronique Arnault, au début, a refusé, peut-être parce qu'elle était payée par le CNRS en France et donc que son travail appartient quelque part à la France et au CNRS. Véronique Arnault a travaillé avec les Yamé, mais elle n'a pas travaillé pour eux, elle n'a pas travaillé pour Taïwan, contrairement à Elisabeth Zeytoun ou à d'autres personnes de l'Academia Sinica, qui est donc la grande institution de recherche de Taïwan. Et au contraire, Véronique Arnault travaillait beaucoup plus seule, vraiment de son côté. Elisabeth Zeytoun pense que Véronique Arnault ne réalisait pas vraiment à ce moment-là la portée, l'importance et la valeur linguistique et anthropologique de son travail. Et c'est une impression qui peut être aussi appuyée par ce qu'explique Stéphane Korkuf de ce qu'elle avait partagé avec sa famille. Elle était d'une telle humilité que lors de ses obsèques, je me suis rendu compte que sa famille extrêmement proche savait en gros de quels étaient ses travaux, mais n'avait pas d'idée précise de leur profondeur et ont découvert, quand je leur en ai parlé, qu'elle était un trésor de l'humanité. Elle n'en avait jamais parlé, ils avaient qu'une idée assez vague, non pas de ce qu'elle faisait, mais de son importance. Et ils me l'ont dit en toute humilité également, ils nous disent « parlez-nous d'elle ». Elle ne nous parlait très peu de son travail et de ce qu'elle faisait, tout en étant en excellente relation avec sa famille, bien sûr. Véronique a commencé à être plus connue lorsque Elisabeth Zeytoun l'a invitée à une conférence organisée par le CEFC, donc à Taipei, où il y avait d'autres linguistes, ethnologues qui étaient là. Et puis plus tard, en 2016, après une autre conférence qu'il y avait à Paris, ils étaient plusieurs à se retrouver, dont Véronique Arnault, Elisabeth Zeytoun, Stéphane Korkuf et puis d'autres. Et à la fin, ils ont discuté entre autres du prix France-Taïwan, donc décerné d'une part par l'Académie française et d'autre part par le ministère de la Culture de Taïwan. Et donc c'est un prix très prestigieux. Et à ce moment-là, Elisabeth Zeytoun s'est dit qu'elle pourrait faire la demande de prix pour Véronique Arnault en pensant que ce serait une manière de lui faire comprendre l'importance de son travail pour Taïwan. Entre-temps, en 2017, Véronique Arnault se rend à l'île des Orchidées, à Lanus, et puis finalement elle obtient le prix, et à ce moment-là, on peut voir qu'il y a un changement de la part de Véronique Arnault par ce qu'elle dit dans son discours d'acceptation du prix, un discours qu'elle prononce en 2018. Lors d'un dernier séjour d'1 mois à Lanus, en avril 2017, les Iraralais ont été très émus de pouvoir entendre leur père, le grand-père qu'ils n'avaient pas connu, et de pouvoir apprendre certains de leurs chants dans leur langue maternelle. D'ici fin 2019, une fois l'indexation, l'extraction et la reprise du fonds finalisées, l'objectif sera d'organiser une opération de restitution de la totalité du fonds à la communauté d'origine, en collaboration avec le musée de Taidong ou l'Academia Sinica. Arrive le Covid, Véronique Arnault devient plus célèbre, l'île des Orchidées aussi ces dernières années, avec des personnes comme Siaman Rapongan, donc écrivain yami, qui a publié Les yeux de l'océan, un livre qui a eu beaucoup de succès, qui a été traduit en français également.
Je vous renvoie à l'émission de Sassa pour en savoir plus sur ce livre et son auteur. Mais donc voilà, de la part de Véronique Arnault, après il y a eu plusieurs fois des changements d'intention, de projet, selon différentes rencontres également. De son vivant, c'était toujours en discussion. Et puis elle est décédée en novembre 2022, sans que la question de ses archives ne soit résolue à ce moment-là. Avec quelques collègues chercheurs et l'aide active et dont Elisabeth Zetoun qui a beaucoup réfléchi là-dessus, elle a été notre guide pour ça, et avec l'aide du bureau français de Taipei. Une solution semble être trouvée, avec en tout cas un consensus sur l'offre ou le retour, hein, il y a une implication sémantique là derrière, de ces travaux à Taïwan. C'est à la fois une offre et un retour parce que, en fait, le travail qu'elle a fourni, j'insiste un peu là-dessus, est une coproduction entre elle et les Taou. Donc ça n'est ni un retour d'artefacts qui aurait été prélevé, ni le don de quelque chose qui les concernerait sans qu'ils y aient pris part, comme une peinture qu'on leur offrirait, voilà, ou une sculpture de quelque chose qui aurait été fait non pas par eux, mais à leur sujet. Donc ce retour est acquis. La question est de trouver le lieu. Je ne me prononce pas là-dessus, mais a priori, il est décidé, de manière à ce que on puisse combiner à la fois des conditions de conservation, un accès par des spécialistes qui pourraient être trouvés pour continuer à cataloguer, traduire, mettre en valeur le fond, et un accès pour le grand public, et parmi celui-là, évidemment et avant tout, les Taou eux-mêmes, avec cette idée que la rétrocession à ces lignées qui ont été étudiées, disons, posait un problème épistémologique et pratique, qui est que à partir du moment où ce travail est un travail d'anthropologie qui a une valeur universelle, elle a fait en quelque part décoller, si le mot m'est permis, ce matériau culturel propre à déligner un village, une ethnie, un groupe ethnoculturel, l'a fait décoller pour en devenir un matériau universel et à tout le moins commun à toute l'île des Orchidées, au patrimoine des Taou et pas que à ce village-là. Et que donc, il n'était pas envisageable, et nous espérons tous que les Taou le comprendront bien, de le remettre à la disposition de familles particulières pour lesquelles, chez lesquelles les conditions de conservation et d'accès n'auraient peut-être pas été optimales. Donc, évidemment, il s'agit d'une solution muséale avec une équipe de recherche et tout ça va prendre un petit peu de temps, mais les archives et ces travaux vont être expédiés à Taïwan et nous nous occupons maintenant, côté français, de son patrimoine livresque, théorique sur l'anthropologie, le monde chinois et tout ce qu'elle a pu laisser comme ouvrage académique. Elisabeth Zetoun dit bien que c'est une collection d'une richesse inestimable, qui est neuve, qui a été très peu exploitée encore, et elle estime qu'il y a une fenêtre d'environ 5 à 10 ans pendant laquelle il y a encore des personnes capables de faire ce travail. D'après elle, les premières choses à faire sont de numériser ce qui existe déjà, traduire en chinois tous les articles publiés en français, et puis reprendre le seul champ pour lequel l'analyse linguistique est faite, qui représente à peu près 200 pages, pour en faire une grammaire du yamé. Et avec cette grammaire, tout le reste devient possible puisqu'il y a les clés pour comprendre et réutiliser la langue. Si cela se faisait même en 15 ou 20 ou 30 ans, et que cela a été fait, alors à ce moment-là, l'utilité sera pour le coup éternelle. Parce qu'il y a des choses absolument passionnantes dans ce que raconte de l'humain et de l'humanité cette population insulaire, touchante, belle, désopilante, pas désopilante, non, je dirais, comme beaucoup de choses qu'on apprend de nos autres humains ailleurs dans la planète ou dans le temps, de choses qui nous surprennent et nous déstabilisent. Et quand on garde cette objectivité propre à l'anthropologue qui ne juge pas
et qui pose et qui réfléchit, on voit des formules d'humanité dans le rapport aux autres humains, au reste de la planète, à l'autre, aux animaux, aux esprits, à la nature, au cycle de la vie, au mariage, aux relations de parenté, des choses qui sont souvent totalement inconnues de nous, moins pour les structures de la parenté bien sûr, et qui en fait enrichissent notre logiciel humain, et donc c'est de l'universel pur, et c'est pour ça que ce qu'elle a fait est extrêmement émouvant. Nous arrivons donc au terme de la présentation de Véronique Arnault. Je remercie Elisabeth Zeytoun et Stéphane Corcuff pour le temps qu'ils m'ont accordé pour me parler d'elle. C'était vraiment une femme passionnée et passionnante, dont nous espérons que le travail pourra être exploité tant qu'il y a encore temps, afin que la langue et la culture yamé soient préservées et pour que la mémoire de ce peuple ne disparaisse pas. C'était Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière.